On lui a volé son bébé avec sa voiture, le cauchemar d'un papa qui faisait le plein. L'Afrique, au cœur des préoccupations de l'ONU, mais a-t-elle son mot à dire? L'autoroute 40 au Québec est l'autre important lien routier entre Montréal et Québec va être fermé à la circulation dans les deux directions et il va y en avoir pour plusieurs jours. On parle de la possibilité d'une semaine. L'affaissement d'un ponçon un peu à l'est de Trois-Rivières a provoqué l'effondrement de la chaussée. Il y a 2 personnes qui ont été blessées. Alors ce soir, on retrouve notre collègue Pierre Delavoie qui est à Saint-Maurice. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Bernard. Bon, est-ce qu'on a une idée là, de ce qui a pu arriver? Comment expliquer que la chaussée se soit effondrée comme ça? À cette heure-ci, Transport Québec ne s'explique pas avec précision ce qui s'est vraiment passé. Cependant, je peux vous dire que les travaux de reconstruction de ce tronçon de l'autoroute 40 ont commencé en début de soirée et tout indique que les ouvriers devront travailler 24 heures par jour. D'abord pour enlever ce ponceau de métal qui était enfoui dans le sol depuis quelques dizaines d'années et le remplacer par un immense tuyau de plastique qui laissera écouler l'eau, écouler l'eau sous l'autoroute 40. Cette section de l'autoroute 40 a commencé à s'affaisser vers 11h15. Un peu plus tard, le ponceau s'est effondré, coupant complètement la route en direction de Trois-Rivières et de l'autre côté, en direction de Québec. La pluie s'est passée en arrière de moi, j'ai entendu un boom. Là, je te virais de bord, j'ai vu la poussière, puis je descendais dans le trou, ça descendait. J'avais hâte que ça arrête. Là. Transport Québec, qui faisait des travaux d'excavation entre les deux voies, dit qu'il n'y a pas de lien entre ces travaux et le glissement de terrain. Le pourquoi, on ne le sait pas encore. C'est ce qu'on essaie de déterminer. Il y a plusieurs ingénieurs sur le site, des techniciens, donc on essaie de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Ce qu'on peut dire, c'est que ce pont-là avait été inspecté le 22 avril 2005. Alors, dernièrement, le pont avait été inspecté. Une automobile suivie d'un camion remorque ont juste eu le temps de passer sur la section de route qui commençait à se miner. Et au moment de l'affaissement de la chaussée, le poids lourd a perdu le contrôle et est allé percuter par l'arrière le véhicule qui le précédait, conduit par une jeune femme qui, elle, a subi des blessures à une jambe. On l'a immobilisé, posé son nom, demandé son nom, des questions, puis elle était lucide, elle répondait en entendant l'ambulance. Entre-temps, le feu commençait à s'aggraver. Fait qu'on s'est pris 4 personnes pour l'a déplacé. Juste au cas il y aurait une explosion. Le conducteur du camion, un Américain, a été blessé légèrement, mais a surtout eu peur. But my truck was all on fire at that time, and I was really concerned about getting her out of her car. On en a pour combien de temps, là? Est-ce qu'on parle de jours, de semaines? On parle de jours. Ça peut être proche d'une semaine. Pendant les travaux de reconstruction, les automobilistes et camionneurs devront donc emprunter les détours par Saint-Maurice au nord et la 138 le long du fleuve au sud. Pierre Delavoie, Radio-Canada, Saint-Maurice. Dans la région de Montréal, un homme a été accusé de tentative de meurtre, d'agression sexuelle, d'agression armée à la suite d'une série d'attaques survenues hier dans la station de métro Snowden. L'homme de 27 ans, visiblement sous l'effet de stupéfiants, d'abord a tenté d'agresser sexuellement une femme dans la cinquantaine. Elle a été poignardée au visage et puis ensuite, le jeune homme s'en est pris à 4 autres personnes qui ont également été blessées. Nathalie Simard, elle, a vécu son drame en silence pendant 25 ans. Aujourd'hui, elle a lancé officiellement une fondation qui porte son nom, justement pour que les victimes de pédophilie brisent le silence et puissent obtenir de l'aide de la part d'organismes qui manquent trop souvent d'argent, de ressources. Précision, Julie Marcoux. Je veux que ça cesse. Je veux qu'on brise le silence, parce que le silence, je m'adresse aux victimes en ce moment. Pendant 25 ans, Nathalie Simard a vécu avec un terrible secret. Aujourd'hui, elle veut redonner un sens à sa vie et fonde sa propre fondation pour venir en aide aux victimes de pédophilie. C'est un grand jour pour moi et ayez confiance en moi. J'ai cette cause à cœur et je vais faire en sorte de travailler sur cette fondation jusqu'à la fin de mes jours. En divulguant son identité, Nathalie Simard a incité des centaines de personnes à briser le silence, des hommes, des femmes. Les besoins sont grands, mais les coffres sont vides. Et c'est pour cela que la Fondation se chargera d'amasser de l'argent pour aider les organismes déjà existants.
Il y a déjà des gens chevronnés qui sont sur le terrain et qui connaissent bien ce domaine-là. Alors nous, on n'est pas là pour écraser, on est là pour aider tout ce qui existe en ce moment. Nous sommes dans un centre d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Ici, la liste d'attente est d'environ 1 an. Il manque d'intervenants et surtout d'argent. Alors la Fondation Nathalie Simard est accueillie avec beaucoup d'espoir. Pour vraiment combler les besoins actuels, on aurait besoin d'un 150 à 170 000 $ supplémentaires. Nathalie Simard se sent encore fragile, mais elle nous dit qu'elle va mieux, en prenant soin d'elle et en donnant aux autres ce qu'elle n'a pas reçu. Je passe beaucoup de temps avec ma fille. J'essaie de lui donner le plus beau temps de sa vie. Et je pense que je réussis bien. On est très heureuses, elle et moi. C'est une petite fille souriante, épanouie. Alors, ce que j'ai pas vécu, je fais en sorte qu'elle le vive, elle. Julie Marcoux, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir, ici Dominique Poirier. Ce soir, au Point, je vous propose d'écouter le long entretien que j'ai eu ce matin avec Nathalie Simard, une femme toujours aussi déterminée, mais encore emplie de fragilité. Au Point, donc, dans quelques instants. Et puis, quelle histoire, un bébé de 11 mois qui a fait un tour de voiture dont il ne se souviendra probablement jamais, mais ses parents, eux, vont rester marqués. C'est un suspect qui a volé une voiture ce matin dans une station-service du nord de Montréal pendant que son propriétaire était parti payer son plein d'essence. Le voleur a agi tellement rapidement qu'il ne s'est jamais aperçu qu'il y avait un bébé qui se trouvait sur le siège arrière de la voiture. Compte rendu, Caroline Bellé. Peu avant 8 heures, après avoir fait le plein d'essence, le père se rend à l'intérieur pour payer. Son bambin de 11 mois est seul dans le véhicule. Un voleur profite de ces quelques minutes d'inattention pour s'emparer de la voiture sans toutefois remarquer sur le coup la présence du bambin. Immédiatement, des avis de recherche ont été lancés auprès des médias et des différents corps policiers du Grand Montréal. La famille et les amis inquiets se sont précipités sur les lieux. C'est l'enfant qui est plus là. De devoir attendre les secours, puis de ne pas pouvoir rien faire. C'était la panique totale. Je criais, je pleurais, je savais plus quoi penser, je savais plus quoi faire. Heureusement, la mobilisation policière et médiatique a rapidement porté fruit. 1 heure plus tard, le véhicule et l'enfant sont retrouvés au nord de Montréal, dans le stationnement d'un centre commercial. C'est une citoyenne qui a appelé le 911 pour signaler qu'elle avait le véhicule qui était stationné près de chez elle avec l'enfant à l'intérieur. Elle avait sorti l'enfant du véhicule et nous disait que l'enfant était indemne. Le voleur, un homme de 33 ans, a eu la tâche plutôt facile puisque les clés étaient demeurées dans le démarreur. Il a été arrêté par les enquêteurs de la police de Montréal tout près de l'endroit où la voiture a été abandonnée. Une histoire qui finit bien, mais qui permet de rappeler les règles de prudence les plus élémentaires. Le mot de prévention, c'est bien sûr d'enlever les clés de contact et surtout, si vous avez des enfants à l'intérieur, c'est vraiment de laisser quelqu'un avec l'enfant à l'intérieur ou de prendre l'enfant avec vous. Un conseil bien sage, lequel, parions-le, sera dorénavant suivi par les parents. Quand j'ai su qu'ils l'ont retrouvé, j'ai lâché lousse. J'ai pleuré comme un bébé. Caroline Bellé, Radio-Canada, Montréal. La préparation du rapport final de la commission Gourmet se poursuit avec l'audition d'experts. Ça se fait à huis clos. Aujourd'hui, l'ancien greffier du Conseil privé du Canada, qui est en fait le plus haut fonctionnaire au pays, Paul Tellier, est venu dire que des erreurs très sérieuses ont été commises dans l'approbation des programmes liés au scandale des commandites. Selon M. Tellier, il faut s'assurer que l'imputabilité des individus soit mieux assurée. Donc, il faut que de part et d'autre, et le ministre et le sous-ministre respectent la position restrictive de chacun. Et dans mon expérience, de façon générale, ça se déroulait très bien. Ça prend un sous-ministre qui est capable de se tenir debout et de dire non à un ministre quand ça s'impose ou de dire non à un premier ministre quand ça s'impose. Et en même temps, ça prend un ministre qui respecte l'indépendance de la fonction publique. Très large réorganisation administrative du gouvernement fédéral qui lance Service Canada, c'est-à-dire un guichet unique qui vise à faciliter la recherche d'informations sur les programmes fédéraux et à obtenir directement des services, par exemple faire une demande de passeport ou encore de prestations d'assurance-emploi. Le service dispose d'une adresse Internet et d'un numéro de téléphone sans frais, le 1-800-au-Canada.
Il existe aussi déjà 23 points de service au pays et leur nombre va doubler l'an prochain. La ministre Lisa Frula décrit les objectifs de ce service. Si on parle des économies éventuelles, on peut parler éventuellement jusqu'à des économies de 2 milliards. Éventuellement. Mais l'objectif, c'est pas un objectif d'économie. L'objectif est beaucoup plus, parce que ça va coûter quand même 500 millions à implanter, là, mais l'objectif, c'est beaucoup plus de donner un meilleur service. La hausse des prix du pétrole et la concurrence des compagnies qui offrent des bas prix font mal aux transporteurs aériens. Imaginez que dans la seule journée d'aujourd'hui, 2 compagnies, Delta et Northwest, respectivement 3e et 4e compagnies américaines, se sont placées sous la protection de la loi sur les faillites. Delta accuse des dettes de 28 milliards. La compagnie, particulièrement présente dans le sud des États-Unis, a dû annuler ses vols pendant une dizaine de jours en raison de l'ouragan Katrina. Quant à Northwest, elle s'attend à ce que sa facture de carburant atteigne 3 milliards cette année, 1 milliard de plus qu'en 2004. Conséquence pour Bombardier, qui a signé un contrat de 386 millions pour la construction de 15 appareils CRJ-200. On croit et on espère que sa commande avec Northwest ne sera pas automatiquement annulée avec l'annonce d'aujourd'hui. Le milliardaire britannique Richard Branson, qui ne manque pas d'originalité, a décidé de prendre les grands moyens pour se protéger contre la hausse du prix de l'essence. Il songe à construire sa propre raffinerie, parce que Branson veut approvisionner à meilleur coût les avions de sa compagnie aérienne Virgin Atlantic. Il n'a pas encore décidé où implanter son projet de 2 milliards de dollars, mais Terre-Neuve est l'un des endroits étudiés, non plus que le nom qu'il donnera à cette raffinerie. Que diriez-vous de Virgin Oil? Première pression. D'autres nouvelles économiques, l'industrie manufacturière canadienne a connu un mois de juillet décevant. Les livraisons ont chuté de 1,4 % par rapport au mois précédent à 50 milliards 100 millions. Les économistes s'attendaient à une légère progression, mais les fermetures prolongées dans le secteur de l'automobile ont contribué à la chute des livraisons. Sears Canada a l'intention de verser 2 milliards de dollars en dividendes à ses actionnaires. Cet argent proviendra de la vente de son secteur de crédit et de services financiers à JP Morgan Chase, annoncé le 31 août. Google, le moteur de recherche sur Internet, lance une nouvelle émission de 14 millions d'actions sur le Nasdaq. Cette opération devrait rapporter plus de 4 milliards de dollars américains à l'entreprise. En marge de ce super sommet qui se déroule actuellement à l'occasion des 60 ans des Nations Unies, peut-être ce qui serait matière à réflexion, l'organisation de l'ONU, depuis sa faillite au Rwanda, se préoccupe davantage de l'Afrique. Actuellement, il y a plus de 50 000 casques bleus qui y maintiennent la paix, mais les pays africains souhaitent aussi pouvoir participer de façon plus importante aux prises de décision à l'ONU, avec une réforme qui est toutefois encore loin d'être adoptée. Alors, quelles sont les aspirations de l'Afrique? Jean-François Bélanger, notre correspondant là-bas. Des casques bleus en Ituri. Avec plus de 15 000 soldats de la paix et observateurs militaires, la mission des Nations Unies au Congo est actuellement la plus grosse opération de maintien de la paix dans le monde, suivie de près par le Libéria, un autre pays africain. Depuis quelques années, le continent noir est au centre des préoccupations onusiennes, puisqu'il accapare à lui seul 8 des 16 opérations de maintien de la paix dans le monde. Mais surtout, 83% des casques bleus déployés sur la planète le sont en Afrique. République démocratique du Congo, Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Burundi, Érythrée, Éthiopie, Soudan et Sahara occidental. En tout, plus de 50 000 hommes. Les choses ont bien changé depuis l'époque où Kofi Annan reprochait à la communauté internationale de focaliser toute son attention sur les Balkans et d'ignorer les guerres des pauvres qui se déroulaient en Afrique. C'est que depuis, il y a eu le génocide au Rwanda qui hante encore les couloirs de l'ONU. Les Nations Unies, donc, ne peuvent être indifférents à ce qui s'est passé au Rwanda. Je crois que quelque chose m'a l'air a été bon, d'où les interventions
musclé dans certaines autres régions du monde pour éviter une répétition. De fait, de plus en plus de décisions du Conseil de sécurité de l'ONU concernent des pays africains. Rien d'étonnant alors à ce que ces mêmes pays souhaitent avoir davantage leur mot à dire au sein de l'organe le plus en vue des Nations Unies et corriger du même coup ce qui apparaît comme un déséquilibre flagrant. Si plus du quart des pays membres de l'ONU sont africains, le continent n'a pourtant droit qu'à 2 sièges non permanents au Conseil de sécurité. Le projet de réforme du Conseil devra cependant attendre encore au moins 1 an, faute de consensus. Le temps peut-être pour les gouvernements africains de s'atteler à d'autres tâches, beaucoup plus urgentes, selon le représentant de Kofi Annan en Afrique de l'Ouest. Moi, je pense que la priorité des gouvernements africains, tels que je la vois, est de réformer leurs États. Je suis très sceptique sur un pays qui dépense beaucoup de son temps, de son énergie, de ses ressources dans des problèmes globaux qu'il ne peut pas gérer. Un message à peine voilé à des pays comme le Kenya, le Nigeria et le Sénégal qui convoitent ouvertement un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Dakar. Nathalie Simard dans sa fondation. Premier objectif, briser le silence. C'est sûr que c'est pas drôle, mais au moins on en parle. Ça va devenir de moins en moins tabou et ça, c'est un de mes buts. Son corps est cylindrique et sa peau... Boboule, apporte la télécommande. Tu veux changer de poste? Mais non, mais tu vois bien que la télé marche pour rien. Vas-y, bouge, apporte la télécommande. Mieux consommer, c'est éteindre les lumières et les appareils dès qu'on ne les utilise plus. Vas-y, Boboule, pèse sur le bouton, là. Oui, vas-y. Elle passe ses journées... Oh, c'est pas grave, on t'aime quand même, mon pitou. Non, Boboule, non, coucouche panier, Boboule. Non. Pour d'autres trucs et conseils, consultez notre site. Du lundi au vendredi, en direct du sport tous les soirs avec Mario Langlois. Et une solide équipe de passionnés. C'est le tout nouveau magazine de sport de Radio-Canada. Parce qu'ici, le sport, on connaît ça. Au-dessus de la mêlée, du lundi au vendredi, 23h à Radio-Canada. Du lundi au vendredi, en compagnie du psychologue Gilles Vachon et du sexologue Michel Campbell, France Castel fait le tour de toutes les questions et des réponses. Droit au cœur du lundi au vendredi 10h à Radio-Canada. Dès jeudi. Ce qui serait trippant, là, c'est qu'elle se fasse kidnapper juste avant son show. Les Girls préparent un mauvais coup. Où est Norma Champagne? Résisteront-elles à l'interrogatoire? Stay up! On le sait pas. Dans la mêlée, ont-elles tout prévu? Tu sais bien que je vais nous sortir du trou. Comme d'habitude. On a retrouvé Norma. Covergirl, dès jeudi 19h30 à Radio-Canada. Dès jeudi, pour la justice, il est coupable. Simon Pelletier a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'une jeune fille de 16 ans, Katia Rudnicki. Mais il a toujours clamé son innocence. Avec Céline et Scorpion, un ex-détenu. Content de te voir, le Flo. Bien content. Il tentera l'impossible. C'est la même chose que moi. Une évasion avec complice. Reste le dilemme Simon Pelletier, assassin ou victime. Au nom de la loi, dès jeudi 21h, rediffusion samedi 22h30. Les projets ne manquent pas à Nathalie Simard depuis qu'elle a dénoncé publiquement son gérant, Guy Cloutier, qui l'a agressé pendant des années. Une biographie est en préparation, l'enregistrement d'une chanson, des apparitions à la télévision, mais aujourd'hui, la jeune femme venait présenter sa fondation pour les victimes de pédophilie, la Fondation Nathalie Simard. Dominique Poirier, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Vous l'avez rencontrée, Nathalie Simard. Oui. Comment est-elle? Écoutez, je pense qu'elle est encore très fragile parce que c'est pas parce qu'on fait une dénonciation publique ou qu'on crée une fondation que tout à coup, toutes les années de souffrance se sont effacées. Et ça, mais c'est courageuse. Assez clair. Courageuse, encore très déterminée et des réflexions sur les agresseurs, sur sa démarche aussi, sur les grands tabous. Alors, voici, je vous propose d'écouter l'entrevue que j'ai faite ce matin. Bien. Bonjour Nathalie Simard. Bonjour. On est très, très content de vous avoir au point ce soir. Merci, très content. c'est un plaisir pour moi aussi. J'ai presque envie de vous demander comment vous allez. Ça va bien. Oui? Oui. C'est une grande journée aujourd'hui. J'étais très nerveuse, mais très en confiance quand même. Mais la Fondation, pour moi, c'était tellement important pour moi. Et aujourd'hui, elle voit le jour. Ouais. Et avec un conseil d'administration extraordinaire. Donc,
je suis comme un peu dans un rêve. C'est la réalité. Alors, c'est ça qui est extraordinaire. Je suis vraiment contente. Parce qu'on ne vous a pas vu beaucoup depuis que vous avez accordé l'entrevue, hein, depuis que vous avez décidé de faire votre sortie publique. Oui. Et là, maintenant, on vous revoit et on sent encore une forme de fébrilité. Hein. Je comprends qu'il y a l'annonce de la Fondation, mais j'imagine que la sortie publique, Nathalie, ça n'a pas tout réglé. Hein. Ça n'a pas tout effacé non plus. Ben, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a fait du bien de pouvoir me permettre de m'accomplir, que je puisse m'accomplir en tant que femme, que je puisse dire qu'est-ce que je pense, mes convictions, ma croyance envers cette cause-là. Alors, j'ai eu la chance de le faire, j'ai pris la décision de le faire, j'ai eu la chance de le faire, je suis bien entourée. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau de vie aussi. Et bon, j'avais besoin aussi, après ma sortie publique et suite avec l'entrevue de M. Arcan, de prendre aussi un peu de temps parce que c'est important de ne pas m'oublier dans cette démarche-là. J'ai ça excessivement à cœur, la Fondation. D'ailleurs, je vais y travailler bénévolement, je tiens à le dire, à le souligner. Mais j'ai ma petite fille que je dois continuer à m'occuper et Ève sera toujours ma priorité. Je dois prendre soin de moi pour être capable ensuite de prendre soin des autres. Alors, c'est important à travers tout ça de ne pas se perdre. Parce que, effectivement, vous savez aussi que votre sortie publique a provoqué toutes sortes de choses. Il y a eu une forme d'enthousiasme, en quelque sorte. Là, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont dénoncé tout ça. Et on dit souvent qui aiment trop mal étreint. Hein? Et dans cet enthousiasme, peut-être que ça peut être un peu étouffant pour vous aussi. Est-ce que vous avez aussi senti le besoin, une fois tout ça passé, vraiment de rentrer pour ne pas non plus vous laisser trop envahir? Écoutez, les gens, le public québécois, je vais profiter du moment pour les remercier. Parce que, oui, c'est sûr que j'ai été un peu dépassée par les événements. Je m'attendais à ce que ça fasse des remous, que ça bouge, beaucoup de choses. Mais comme ça, avec autant de témoignages, que ça crée des listes d'attente dans les centres CAVAC, dans les centres privés, je n'en revenais pas. De voir, je savais qu'il y en avait beaucoup, mais de voir qu'il y en a beaucoup à ce point, il y a un sérieux problème. Alors que même parfois, il y a des gens qui disent « Ah, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas tant... » Oui, il y en a tant que ça. Il faut arrêter de fermer les yeux. Il y a un énorme problème de société et c'est tellement vicieux, la pédophilie. Et je dis vicieux, mais ça, dans tous les sens du mot. Alors, de voir... Quand je suis sortie publiquement et de voir que les gens, la réaction que tout ça a créée, ça m'a dépassée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, ça m'a fait réaliser que j'avais fait le bon choix. Parce que j'avais peur un peu de ma sortie publique. J'étais craintive, c'est sûr. Comme vous disiez au début de l'entrevue, je suis encore fébrile, c'est vrai. Je suis encore fragile, mais une journée à la fois, il faut laisser le temps au temps. Et j'y crois beaucoup à ce temps-là. Et non, je vais bien. Et ça m'encourage de voir que je ne suis pas seule et que les gens m'appuient dans ma démarche. Ça me touche beaucoup. Bon, vous nous dites la pédophilie, c'est vicieux. L'agression sexuelle aussi. On a l'impression j'imagine qu'on le vit dans son corps, mais aussi dans son cœur, dans sa tête. Votre fondation, Nathalie, de quelle façon elle peut vraiment aider les victimes? À quel endroit ou quels sont les endroits que vous allez cibler? Parce que c'est tellement un long processus, ça paraît tellement complexe. Oui, effectivement, c'est complexe, une fondation, c'est beaucoup de travail. La Fondation Nathalie Simard va devenir une source de financement importante. C'est-à-dire, la Fondation Nathalie Simard n'est pas là pour écraser ou de faire fermer des portes à d'autres fondations qui œuvrent dans le même domaine que nous. Au contraire, mon but à moi, c'est de rallier les forces. Il y a des gens actuellement qui travaillent, il y a des organismes qui travaillent et qui sont très connaissants dans le domaine des agressions sexuelles. Moi, je l'ai vécu, mais moi, je veux aider. Je peux aider à faire des campagnes de financement et ensuite faire en sorte que l'argent est au bon endroit. Cela dit, je vais m'assurer qu'il y ait une transparence au niveau de la gestion. N'importe qui voudra venir vérifier, j'aurai aucun problème avec ça.
le conseil d'administration et moi-même, on s'est mis d'accord sur ça et c'est d'une importance capitale pour moi. La transparence est le mot-clé de la gestion de la Fondation. Et voilà, on va donner de l'argent aux organismes qui existent actuellement et s'assurer aussi que l'argent va bien aller aux victimes de la pédophilie. Oui. Vous parlez du conseil d'administration. On a vu les gens, évidemment, que vous avez nommés sur ce conseil. Il y a Paul Arcand, Luc Lavoie, Julie Snyder. Et là, j'imagine que vous voyez les critiques peut-être aussi s'en venir un peu en se disant, bon, est-ce que Nathalie est en train de se faire happer par... Bon, et je sais qu'on vous a déjà mis en garde contre ça aussi, mais happer par la machine québécoise. On comprend que Paul Arcand n'est plus à TVA, mais quand même, lorsqu'on regarde les gens sur le conseil, qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est aussi une fondation très québécoise ou c'est une fondation Nathalie Simard? Non, c'est une fondation. Quand Québécois m'a approché, moi, j'avais mes conditions. Et la première condition était ma fondation, parce que c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai fait une sortie publique parce que j'avais envie de partager mon histoire et d'aider les victimes d'agressions sexuelles, parce que j'étais désarmée de voir comment il y en avait. Et aussi, humaniser la justice. Alors, c'est tous des points qui m'étaient très, très chers, très importants. Et Québécois m'a respectée dans mes choix. Ils ont cette cause-là aussi à cœur. Je suis respectée pour une fois dans ma vie et je me sens très bien, très libre chez Québécois. Et vraiment, mon message passe. Je suis bien appuyée. C'est pas la Fondation Québécois. Absolument pas. J'ai demandé M. Luc Lavoie parce que c'est quelqu'un qui a été très près de moi au début. Je l'ai rencontré à quelques reprises avant de prendre quelques ententes que ce soit. Et j'ai découvert un homme humain. J'ai découvert un homme qui, lui-même, a deux filles et qui n'accepte pas ces gestes-là. Madame Julie Snyder, qui a un petit garçon, tout le monde le sait, là, je n'apprends pas de nouvelles à personne, mais je l'ai vue avec son petit Thomas. Elle est magnifique à voir aller. Elle aime cet enfant-là et elle ne voudrait pas que ça arrive à son fils non plus. Alors, et comme Paul Arcand, moi, je suis allée chercher des gens en qui je croyais, en qui j'ai cru leur sincérité. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Parce que là, maintenant, on a l'impression que ça va débouler. On ne vous a pas vu beaucoup récemment, mais là, on sent que ça déboule. Il y a le livre, bien sûr, qui sera publié. Il y a une biographie aussi télévisée, des apparitions à la télévision, Star Academy et tout ça. Ça vous fait pas peur, tout ça, quand vous voyez ça venir aussi, qu'il y a une forme de récupération? Je sais que c'est votre vie et votre milieu, oui. Hein, le showbiz, c'est normal que vous y soyez toujours. Vous n'avez pas peur d'une certaine récupération de Nathalie Simard et de ce qu'elle a vécu? Non. Je sais parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de récupération, tout ça. Mais moi, d'abord, j'ai fait le choix de sortir public. Maintenant, je vis avec. Je vis très bien avec ce moment-là. Oui, je vais faire Star Academy, la chanson thème du film de M. Paul Arcand. Et j'étais très touchée que M. Arcand me demande de faire la chanson thème. Et, mais tout ça, ça fait partie de ma cause. Ça a une raison d'être. Alors, pourquoi pas? J'aime chanter, j'ai accepté de le faire. Et ça fait partie de ma démarche. Tout ça a un lien logique dans ma tête et qui me plaît, qui est correct. Et je veux propager un message et c'est de cette façon-là que je dois le faire. On est tous là pour ça aussi. Vous me donnez un coup de main, vous aussi. Oui. Écoutez, vous avez sûrement entendu les commentaires de Linda Bureau, l'avocate, qui, parlant de son client qui venait d'être reconnu coupable d'agression sexuelle sur une victime, a dit publiquement, elle l'a un peu cherché, elle a été imprudente, elle a été... Bon, ça a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que vous... Je ne sais pas si ça vous heurte, si ça vous a heurté? À chaque fois, et ça, je vous jure, que j'ouvre mon téléviseur et que j'entends parler d'agression sexuelle, ça me tue. Et plus ça va, plus il y en a. Et oui, ce que cette avocate-là a dit, ça m'a... Je trouve ça absolument aberrant. J'ose le dire. J'imagine que ça a dû venir vous chercher aussi assez profondément. Oui, énormément. En plus, une femme... non, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce genre de raisonnement-là, mais bon, il
faut respecter sa façon de plaider les choses. Mais je ne veux pas trop aller dans ça. Sauf que, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui me font sauter et avec lesquelles je ne suis aucunement d'accord. Et il ne faut pas perdre de vue qu'une agression sexuelle reste une agression sexuelle. C'est un crime et c'est grave. Un acte de pédophilie, c'est aussi grave. Alors, il faut... Mais au moins, on en parle. C'est ça le côté positif de tout ça. Oui, c'est essoufflant. Oui, ça me rentre dedans chaque fois, mais au moins, on en parle, on entend beaucoup plus parler. C'est sûr que c'est pas drôle, mais au moins, on en parle. Ça va devenir de moins en moins tabou, et ça, c'est un de mes buts. Il faut arrêter de se fermer les yeux, de dire « Ah non, je veux pas en entendre parler ». D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les familles. Ils veulent pas en entendre parler. Il y a personne qui va entendre parler du mononcle, de la ma tante, de ci, de... Mais il faut. On est rendu là aujourd'hui. On est en 2005, là. Ça fait des années que ça existe et que c'est tabou. C'est terminé, ça. Alors, il faut en parler. Vous parlez bien sûr beaucoup des victimes et on le comprend. Il y a aussi bien sûr les agresseurs dans tout ça. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez poussé votre réflexion face aux agresseurs. Parce que lorsque vous avez donné votre entrevue à Paul Arcan, nous, on recevait au point Rosemary Charret, qui est la présidente de l'Association des psychologues du Québec, et qui disait « Moi, ce que j'espère, c'est que les agresseurs ont écouté cette entrevue-là. Pensez-vous? Écoutez, moi, j'ai beaucoup de peine à croire à la réhabilitation d'un pédophile. Ah oui? Oui. Alors, mais bon, ça, c'est mon opinion. C'est mon cœur qui parle, parce qu'on dit, c'est pas juste moi qui le dis, il y a des statistiques qui le disent. Un agresseur n'arrête pas. Il va toujours continuer jusqu'à temps qu'il se fasse prendre. Donc, oui, je souhaite, du plus profond de mon cœur, qu'il y en a certains pour qui ça l'a ouvert les yeux. Vous le savez pas? Vous n'avez jamais eu d'écho de ça? Non. Il n'y a personne qui vous a il y a un envoyé un pédophile, courriel? Je pense qu'il m'a déjà envoyé un courriel et qui me dit que j'avais bien fait, que lui-même avait déjà abusé d'un enfant et qu'il avait réalisé que... Mais bon, je souhaite que ce soit vrai. Je pense qu'il peut y avoir certains cas qui soient exceptionnels. Je dis bien exceptionnels. Mais je ne veux pas être négative à ce sujet. Je pense qu'il est important de croire à un monde meilleur et qu'un jour, tout cela puisse arrêter, du moins diminuer. Parce qu'on peut se demander aussi, qu'est-ce qu'on fait avec les agresseurs? Vous disiez tout à l'heure, il y en a. J'étais étonnée de voir combien de femmes, ou même peut-être d'hommes aussi, bien sûr, il y a des hommes qui sont agressés. Oui, parce qu'il y a des hommes, il ne faut pas l'oublier. Ben oui, absolument. Et donc, comment ça se fait? Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, peut-être une question très philosophique, Nathalie, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2005, malgré le fait qu'on sorte, malgré le fait qu'on avertisse, malgré le fait qu'on tente de faire de la prévention, qu'il y ait encore un certain nombre d'hommes, parce qu'ils ne sont pas tous évidemment, qui posent ce genre de gestes-là, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les agresseurs? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Être plus sévère, premièrement, je pense. Je l'ai dit, bon, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon agresseur purge actuellement sa peine. Bon, il y a plusieurs personnes qui se sont prononcées en ce qui concerne sa sentence. Sentence bonbon, chocolat, tous les mots, là.